Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique en direct sur le web. Notre invité aujourd'hui est Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne et président du groupe écologiste au Sénat. Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, et Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe de 20 minutes, sont aussi avec moi. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, #DirectPolitique. On va commencer tout de suite, Jean-Vincent Placé, avec l'actualité de la semaine. Le PS sera opposé au Front National au second tour de la législative partielle, dans le Doubs dimanche prochain. Il y avait 5 candidatures de gauche au premier tour, dont une candidature écologiste qui a récolté environ 3% des suffrages. Oui. Question simple, est-ce que Europe Écologie Les Verts devait maintenir son candidat Bernard Lachambre ? Déjà, moi je suis très heureux que la gauche et de façon générale, on arrête l'hémorragie que nous avons pu constater dans le cadre des élections partielles depuis le début du quinquennat. C'est la première fois qu'il y a un candidat de gauche au deuxième tour, ce qui nous évite d'arbitrer entre l'UMP et le Front National, même si pour ma part, entre l'UMP et le Front National, pour moi, il n'y a pas photo, évidemment. Mais déjà, c'est une satisfaction. Ça veut dire aussi que, dans des circonstances évidemment particulières, il y a un retour de l'électorat de gauche, et en particulier l'électorat socialiste au premier tour. Je note aussi que notre électorat écolo modeste dans ce type de territoire s'est maintenu à un niveau convenable. Mais pour autant, un 3% au premier tour. Incontestablement, moi je fais partie de ceux qui se posent très clairement la question lorsqu'il s'agit de scrutins uninominaux majoritaires. Alors ça paraît un peu technique, mais ça veut dire une chose très simple, c'est que parce que je fais partie des écologistes réalistes et pragmatiques. Autant quand c'est l'élection à la proportionnelle, comme les municipales et les régionales, il y a un deuxième tour, quand on fait 5%, on peut fusionner et les programmes et les équipes. Là, à un moment, il y a le réflexe tout à la fois du vote utile et tout à la fois, il faut faire attention à ce que le candidat de gauche ne soit pas éliminé. Donc je ne vous cache pas mon soulagement, quasiment, que la candidature... Vous auriez préféré qu'il y ait le candidat Frédéric Barbier, candidat socialiste, a eu assez de force et de pêche pour arriver tout seul au deuxième tour. Mais je fais partie effectivement de ceux qui, le candidat écologiste s'appelle Bernard Lachambre, une voix de moins quand même, et évidemment, mais j'étais effectivement inquiet et j'espérais bien que le candidat écologiste, c'est 3,3%, j'aurais eu beaucoup de peine même qu'on puisse, avec un résultat à 3-4, faire en sorte que cela aboutisse, même si c'est bien légitime qu'on soit candidat, que le candidat socialiste ne soit pas au deuxième tour. Il l'est, tant mieux. Le candidat écolo appelle très nettement à voter au deuxième tour, tout le parti aussi, bien sûr. Et j'espère qu'il va gagner, parce que ça va être serré, il faut se mobiliser. J'aimerais vous faire commenter, alors de manière concise, s'il vous plaît, Monsieur Placé, comme d'habitude, la position de l'UMP. Il y a tout un débat sur le front républicain, faut-il pas, etc. Comment vous analysez cette cacophonie à l'UMP ? Est-ce que c'est juste un problème tactique qu'ils sont incapables de régler, ou est-ce que c'est pas, au contraire, l'absence d'un projet cohérent ? C'est un problème beaucoup plus global que le sujet tactique. La tactique, c'est pas infamant, ça fait partie de la vie politique. Mais par définition, la tactique ne doit pas l'emporter sur la stratégie, et la stratégie ne doit pas l'emporter sur les valeurs. Je suis désolé de le dire aux dirigeants de l'UMP, en particulier son président. Au deuxième tour, il y a le FN, avec une candidate qui en plus s'est singularisée par son soutien, y compris aux idées les plus extrémistes de Jean-Marie Le Pen lui-même. Donc ça veut dire que sur le fond, Nicolas Sarkozy n'est pas clair. Ah mais non, Jean-François Copé n'était pas clair, l'UMP n'est pas clair, Nicolas Sarkozy n'est pas clair, M. Wauquiez n'est pas clair. Vous savez, j'ai suivi de très près les déclarations des uns et des autres depuis hier. Il y a un moment, le Front républicain, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réponse ? J'en sais rien. Je sais surtout que c'est une réponse. C'est comme si on me dit, je fais cette comparaison un peu stupide auprès de mes propres camarades, c'est que certains me disent, ah bah oui, mais mettre des digues au bord des ports pour éviter les inondations, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est lutter globalement contre le dérèglement climatique. Je dis, c'est un peu les deux.
c'est un peu lutter contre le dérèglement climatique. Donc et la l'UMP digue, a un gros la problème digue, elle sert climatique. bien quand même. Et là, en l'occurrence, c'est la digue qu'il faut mettre en place. Oui, il y a des sujets beaucoup plus profonds pour s'attaquer aux raisons du vote Front National. Sauf que là, dans 4 jours, il y a une urgence. Et donc cette urgence-là, c'est la digue. Et la digue, c'est le Front républicain. Et je me permets rapidement de saluer Alain Juppé et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui, eux, sont clairs. Voilà, il faut saluer les gens qui sont clairs. Et en 2017, pour permettre aux candidats de gauche d'être au second tour, vous seriez prêt à renoncer à une candidature écologiste ? On est loin du terme, hein, on est loin du terme, à 30 mois des élections présidentielles. On sait que quand on est à 30 mois des élections présidentielles, bon, on peut pas dire grand-chose. La dernière fois, c'était Dominique Strauss-Kahn qui caracolait dans les sondages. Mais quand même, l'actualité Cécile Duflot, elle ne caracole pas du tout, elle est plutôt... Non, moi j'ai toujours dit qu'il fallait être à ces élections-là extrêmement pragmatique. Dominique Voynet, en 2007, a fait, je crois, 1,5. Eva Joly, un peu plus de 2. C'était des moments où il n'y avait pas d'interrogation sur le deuxième tour. Alors, toujours le même débat, c'est-à-dire qu'à un moment, certains militants et amis me disent « Ah oui, mais si les socialistes en sont là, c'est de leur faute. Si le président Hollande en est là, on le dit un peu moins depuis quelques semaines, mais c'est de sa faute. » Et je dis à un moment, c'est peut-être la faute de tout le monde. Sauf donc, que le même débat, la question va se poser. C'est pour ça d'ailleurs que moi, ma réponse, elle est simple, pour pouvoir tout à la fois discuter des projets de fond et sélectionner quelqu'un qui rassemble la gauche et les écologistes. Ce serait qui dans l'idéal ? Ah ben moi, je suis pour la primaire. C'est-à-dire que j'ai constaté, parce que, vous savez, je suis rationnel. C'est-à-dire que je pense quand même qu'il faut à un moment étudier le passé pour essayer d'appréhender l'avenir. La dernière fois, la primaire des socialistes a très très bien marché. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça a très très bien marché. Nous, on a fait un système de sélection très entre nous du candidat écolo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas bien marché. Bon, voilà, c'est très clair. Et alors donc, moi j'essaie de me dire, tes candidats... Parce que Julien Bayou, qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, lui aimerait la faire avec la gauche de la gauche, avec le Front de gauche. Julien Bayou, il a le mérite d'être constant, c'est le porte-parole du parti. Bon, c'est assez particulier qu'un porte-parole du parti raconte un truc tout seul sans aucune relation avec le parti, mais bon, ça doit être... j'ai essayé de lutter depuis bien longtemps contre le désordre écolo, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'y avais à peu près réussi d'ailleurs, hein, mais depuis la sortie du gouvernement, tout ce qui faisait le côté immature, parfois même irresponsable des écologistes est revenu. C'est irresponsable de proposer une primaire avec la gauche? Complètement, bien sûr, c'est complètement irresponsable. Déjà, c'est pas très écolo d'aller chercher parfois celles et ceux qui sont les plus pro-nucléaires. Moi, je constate que dans certains départements, on fait des accords avec le Parti communiste, soutenu par les structures les plus pro-nucléaires. Donc, ça n'a aucun sens tout ça, parce qu'il y a une espèce de retour d'une espèce de gauchisme un peu immature et un peu congénital. Donc, une primaire avec le PS, pas avec la gauche. Non, mais surtout, c'est un moment. Soit on a un candidat écolo, ça je peux le comprendre. Les gens disent bon, on veut vraiment absolument défendre les idées écolo, on va faire 2%, mais c'est pas grave. Et en plus, je suis pas moqueur, on disait ça. Je comprends. J'ai longtemps même raconté ça, sauf que je pense qu'aujourd'hui, par rapport au Front National, c'est plus tenable. Mais aller en revanche, aller fracturer la gauche, aller avec des gens qui sont pas écolos, avec des gens dont on sait très bien que c'est une tradition, ça va finir dans un plus gros désordre encore que les écologistes. C'est quand même un coin, on est quand même en France, il y a 3 partis trotskistes. Il y a la Front de gauche, c'est 7-8 structures. Il y a le PC, il y a le PD, parti de gauche. Clémentine Autain, que j'apprécie d'ailleurs, arrive dans la structure et dit moi je vais créer une structure supplémentaire. Elle appelle ça Ensemble. Enfin, on voit le truc grotesque, quoi. Voilà. Donc il y a un moment, là, cet espace politique-là, il y a énormément de dirigeants. Il y a énormément de dirigeants d'ailleurs qui sont plutôt un peu germano-printemps et pas très dans les territoires. Et en plus, il y a peu d'électeurs. Donc ça vraiment, je vois pas trop quelle est l'orientation stratégique là. En attendant la présidentielle, il y a évidemment les départementales qui arrivent très bientôt en mars. Combien de départements sont susceptibles là, au jour d'aujourd'hui, d'avoir une union PS, Europe Écologie et Verts? C'est assez confus, pour être franc, parce qu'il y a beaucoup de départements... Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais même pour nous, parce qu'on a même des départements où il y a les 3 stratégies. Donc, vous voyez, pour vous dire que c'est assez confus. C'est-à-dire qu'il y a des départements où on a des mini-accords avec le PS, des mini-accords avec le PC, où parfois on est tout seul. Donc, évidemment, on peut expliquer que là, on pratique la subsidiarité, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus confus et...
des accords généraux départements. Je pense qu'il doit y en avoir avec le PS, il doit y en avoir une quinzaine à peu près. Quinzaine, d'accord. Alors justement, Alors pour le coup, ce sont dans les endroits qu'on peut préserver à gauche, et ce sont des accords qui sont plutôt utiles. Alors, chez moi, bien sûr, dans l'Essonne, qui est peut-être l'accord le plus général que nous ayons de France. Hein. Ce n'est pas d'ailleurs inopérant que ce soit le département du Premier ministre, et également de Jérôme Guedj, le président du Conseil général. Vous nous avez expliqué qu'il ne fallait rien faire pour menacer la gauche, en gros. Comment vous allez faire dans les départements où cette gauche vous pose des problèmes? Le Tarn avec le barrage de Sivens, l'Isère avec le projet de Roibon, la Loire-Atlantique avec Notre-Dame-des-Landes. 3 départements socialistes. Comment vous faites là? Votre question est très précise et vous avez raison, monsieur Urvois. C'est que, évidemment, le problème essentiel pour nous, c'est la question de la qualité des politiques publiques menées. Pourquoi nous n'avons pas de problème dans l'Essonne ou la Seine-Saint-Denis? Incontestablement, tous les acteurs, tous nos militants d'ailleurs reconnaissent que tout à la fois Bartolone et Troussel, tout à la fois Guedj et Da Silva, ce sont les leaders départementaux. Il y a eu une politique écologiste, il y a eu une politique sociale, il y a une politique pour la démocratie, pour la lutte contre les discriminations, des sujets aussi qui nous sont chers, nous les écologistes. Donc on n'a pas de problème. Sur le fond des politiques, il n'y a pas de clivage tel que cela interdise des discussions au niveau électoral. En revanche, oui, moi j'ai jamais pensé, je ne suis pas dans la critique des personnes, mais faire l'accord avec le président du Conseil général du Tarn et la majorité sortante, y compris avec un député socialiste qui repart, alors qu'il disait qu'il ne voulait pas cumuler, qui s'appelle M. Valax, et qui repart en expliquant « moi je veux y retourner pour défendre le barrage de Sivens ». Enfin bon, c'est complètement irrationnel. Et dans l'Isère, de la même manière, on a eu des débats très durs à Grenoble, et puis ce n'est pas l'essentiel de se cristalliser sur un combat territorial, mais tout de même, parce que ça imprime quand même une philosophie d'action et incontestablement. Et en Loire-Atlantique aussi. En Loire-Atlantique, jusqu'alors, on réussissait à dépasser le sujet de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est vrai qu'à un moment, le sujet de Notre-Dame-des-Landes nous rattrape. Déjà, j'avais trouvé assez escarper le chemin pour trouver un accord sur Nantes. Moi, j'assume de le dire. C'est vrai qu'à un moment, il faut être cohérent. Vous savez, moi, je suis cohérent. Pourquoi? Parce que je suis très écologiste et donc je défends les convictions écologistes. Après, comme justement pour les défendre, je pense qu'il vaut mieux être dans les institutions, je considère que la rationalité, c'est de trouver des accords. Mais si on a de tels désaccords sur le fond que c'est pas possible, là, évidemment, c'est pas possible. Sur Notre-Dame-des-Landes, quand Manuel Valls déclare dans Ouest France qu'il veut lancer les travaux, pour vous, c'est incompatible avec un retour éventuel des représentants Europe Écologie? Alors, à la différence de nombre de mes petits camarades, et même, mais c'est tout à fait vous, en revanche, votre métier, c'est normal, de nombre de commentateurs, je m'intéresse bien sûr à ce que les gens veulent, mais surtout à ce qui va se faire. Et la réalité de cette déclaration de Manuel Valls, c'est qu'elle est constante. Il a toujours dit ça, il a toujours pensé ça, comme Jean-Marc Ayrault. Tout comme tout le monde a hurlé, ou certains ont hurlé, sur la déclaration de Ségolène Royal, sur peut-être la nécessité, dans le mix énergétique, d'ouvrir de nouvelles centrales. Tout le monde s'est mis à hurler. Je dis, mais il a toujours dit ça, on ne peut pas reprocher aux gens. Moi, je ne demande pas aux gens de se convertir à l'écologie d'un coup. C'est pour ça d'ailleurs que je suis politique et écologiste et politique, c'est que je défends mes idées, j'essaie d'aller devant les électeurs et aussi dans le débat institutionnel pour, sinon convaincre, du moins imposer des compromis. Là, le compromis sur Notre-Dame-des-Landes, il est très clair, c'est que le président de la République l'a dit. C'était pas d'ailleurs tout à fait ce qu'il disait avant 2012. Il disait, avant 2012, il disait ça se fera. Là, il dit, on attend l'épuisement de tous les recours. C'est pas la même chose. Et ensuite, donc, on fait des référendums sur ce type de projet? Quand il parle de ça, par exemple, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est une idée intéressante. Alors, pour le coup, je suis peut-être un peu décalé par rapport à mes propres amis. Moi, je ne suis pas un fanatique des référendums. Donc, de façon générale, c'est de façon un peu idéologique, parce que les référendums, généralement, on ne répond jamais à la question. Et il y a peu de gens qui se mobilisent. Et bon, je ne suis pas sûr que... Et je rappelle toujours... jeunes, y compris aux jeunes militants, que le référendum, c'est un fait bonapartiste. Voilà, c'est un fait plébiscitaire. C'est ça l'origine du référendum. Donc, malgré tout, il y a toujours une raison qu'il y ait une origine et ça impacte quand même une philosophie dans le processus qui n'est pas si participatif que ça. Voilà. Donc, très difficile d'argumenter. C'est très difficile d'argumenter sur le fait qu'on n'est pas fan du référendum, mais j'assume quand même. Est-ce que, comme Barbara Pompili, vous estimez qu'il faut absolument que les écologistes reviennent au gouvernement avant 2017? Parce que là, la question se pose d'une manière différente. C'est est-ce que les écolos reviennent au gouvernement avant la fin du quinquennat ou est-ce qu'ils commencent à négocier une nouvelle alliance pour l'après? Ce qui compte, je pense, dans ce temps de quinquennat,
c'est d'essayer d'être utile pour l'écologie et le pays. Et d'évidence, on voit que la sortie du gouvernement de l'année dernière, on a l'impression que c'était il y a longtemps, mais c'était juste l'année dernière, est totalement incompréhensible en réalité. C'est au moment où, après 2 ans assez pénibles d'ailleurs, moi tout le monde me dit « Ah mais tu critiquais beaucoup ». J'ai dit « Bien sûr, je critiquais beaucoup, j'ai pas un mot à retirer de ce que je disais. Il n'y avait pas de politique écologiste, on n'était pas assez ferme au niveau européen, et on était absolument sur des objectifs de 3% qui serraient la vis des collectivités locales et des investissements. Donc je peux répéter mot à mot tout ce que j'ai dit jusqu'à l'été dernier. Depuis, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus volontariste au niveau européen. Ce n'est pas que François Hollande qui aboutit aux décisions actuelles de M. Juncker et Draghi, mais enfin, il aide quand même aussi, sur Renzi et avec d'autres. Sur la question budgétaire, on est à 4,4. On comprend bien qu'on ne peut plus aujourd'hui remettre et de la fiscalité et ou de la réduction de dépenses excessives. Donc il y a quand même un équilibre qui commence à se trouver. Et enfin, sur les questions écologistes, franchement, y compris d'ailleurs l'ensemble des commentateurs, vous en convenez, le président de la République n'a jamais autant parlé d'écologie. On a réussi à faire... Pour autant, il y a des déclarations de Ségolène Royal. On a fait la loi de transition énergétique. La loi sur la biodiversité, elle arrive, c'est pas une petite loi, la loi sur la biodiversité. En ce temps de crise, en ce temps bien difficile, créer une agence française de la biodiversité pour protéger la nature et l'environnement du pays, c'est important, c'est quand même éminemment écologiste. Alors, j'ai même l'impression, dans mon propre parti, parfois, on se moque des gens qui aiment bien les petites bêtes, comme ils disent, mais enfin, on est tombé sur la tête. Parmi les non, questions, mais ça vous fait sourire, mais vous avez raison. Qui sèment le et dernier sujet, doute, sur le dérèglement climatique, l'engagement du président, il est total. Et j'ai même trouvé très exigeant, moi, dans une émission de radio du matin, sur les critères de réussite, j'ai même trouvé plus exigeant que certains écologistes. Donc, voilà. Et pour finir sur la question du gouvernement, y compris la très très grande majorité, dont il y a eu 3 sondages, 80-90% de nos sympathisants, alors c'est pas que les 5000 militants, c'est 80-90% des sympathisants, pensent qu'on devrait être aux responsabilités de la France pour poser davantage. Donc oui, il faudra trouver l'opportunité dans l'année pour évidemment trouver autour du président de la République un gouvernement plus compact de la gauche et des écologistes, et je vais même vous dire, quand je vois le danger... Avant la fin de l'année, hein. Oui, et quand je vois... la situation du pays, quand je vois les crises que nous venons de franchir, y compris si nous étions capables d'aller au-delà sur les centristes, sur les démocrates, ce serait très important. Alors on a des questions d'internautes qui nous sont arrivées sur cette question. On a Antiné qui vous dit, je cite, vous n'avez pas honte de cirer les pompes du gouvernement d'une façon si indigne. Alphonse qui vous demande quel est l'intérêt de taper régulièrement sur Europe Écologie Les Verts. Votre place ne serait-elle pas plutôt au PS? Grosso modo, j'ai envie de vous demander, pour résumer, est-ce que l'image du stratège politicien qui négocie avec le Parti Socialiste ou qui essaye soit lui-même, soit ses camarades d'entrer au gouvernement ne vous pèse pas un petit peu? Pas du tout. Alors là, je vais vous dire, il y a une posture qui m'interpelle quand même beaucoup, c'est en quoi ce serait noble de ne pas vouloir exercer les responsabilités. Moi, je propose à ceux qui ne veulent pas exercer des responsabilités de faire autre chose que la politique. Non, mais il faut le dire. Moi, je respecte énormément les associations, je respecte France Nature Environnement, Réseau contre le nucléaire, Réseau d'Action Climat, tous ceux qui sont dans le réseau de l'agriculteur bio. On bosse énormément avec eux. Ils sont très contents de nous trouver dans les mairies, dans les conseils régionaux, au Parlement, pour relayer les préoccupations. On va faire une proposition de résolution sur les néonicotinoïdes, sur tous les thèmes qui sont importants. On vient de faire passer une loi avec Madame Abeille, Laurence Abeille, sur les ondes électromagnétiques. J'ai pas de problème, moi, avec la responsabilité et ce à quoi on sert. Quand j'étais vice-président au transport de la région Île-de-France, avant que j'arrive, il y avait 2/3 du budget pour la route. Voilà. Quand j'en suis parti, il y avait 95% du budget pour les transports en commun. Donc, à ses amis qui aiment bien se moquer de ceux qui veulent des responsabilités, j'assume. Et si moi je veux des responsabilités, c'est que j'ai la prétention, oui, la prétention, mais on n'est pas obligé de voter pour moi, la prétention de penser que je peux les exercer. Et j'ai des idées, je considère que je suis capable, je peux négocier des budgets, je peux faire avancer les politiques publiques, et je suis très à l'aise. Et que la seule chose qui m'intéresse, c'est pas de juger tellement par les internautes, même si j'ai pas de mépris de bureau, pour eux. On a aussi Gilou qui vous demande quand est-ce que vous allez enfin mais entrer dans le vous voyez, gouvernement, je suis très à l'aise pour cette question-là. Et moi, je suis pas dans le débat décliniste ou pessimiste ou même dépressif de ah oui, mais on peut plus rien faire et donc il faut rester à l'extérieur à regarder que c'est jumelles. Moi, c'est pas du tout. Sinon, j'aurais fait journaliste. Vous voyez. On va parler du nucléaire. Alors, il y a Thierry qui vous considère déjà comme ministre, puisqu'il vous demande l'objectif de 75 à 50%, c'est bien concernant le nucléaire, mais quand va-t-on fermer les centrales? Et il rappelle qu'ici, vous disiez, il y a 2 ans tout juste, ce n'est pas de raison de ne pas croire l'engagement du président de la République. Vous êtes toujours
Vous avez toujours des certitudes sur la fermeture? Oui, parce que je trouve qu'on a bien, notamment les collègues à l'Assemblée, d'ailleurs, il faut le dire, François de Rugy, Barbara Pompili et Denis Baupin, notre spécialiste énergie et nucléaire. Je trouve qu'on a bien négocié la loi de transition énergétique, que c'est quand même la première fois dans notre pays qu'on réussit à avoir une orientation de réduction du nucléaire. On est passé de 0 à 75% en 40 ans. Là, on essaye de réduire. Et je le dis même à mes propres amis, on a plutôt trouvé un compromis intelligent, parce que l'idée, c'est de monter le renouvelable. L'idée, c'est d'essayer d'œuvrer à la maîtrise de la consommation. Donc c'est l'isolation, c'est l'attention à toutes les dispositions d'urbanisme qui font en sorte qu'on consomme moins. Et monter le renouvelable, c'est pas évident, parce qu'on connaît les contraintes du renouvelable, y compris d'ailleurs, il y a des dispositions de la loi Macron qui sont... un jeu de deux, parce qu'on va fermer Fessenheim peut-être, mais le jour où on va ouvrir Flamanville. Non, parce que justement, mais ça c'est l'astuce de cette loi, et c'est l'intelligence de nos négociateurs d'ailleurs dans la discussion avec Ségolène Royal et le président de la République, c'est qu'on a plafonné la consommation, la production maximale, 63,2 gigawatts. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'au Sénat, les rapporteurs de droite, que je respecte tout à fait, ce sont leurs convictions, M. Poniatowski et M. Lenoir, le président de la Commission des affaires économiques, ils n'ont pas essayé de revenir sur le 50% en tant que tel, ils ont essayé de reporter le 50% après 2025. Donc c'est un amendement qui est très intéressant parce qu'il s'inscrit dans la philosophie qu'on a portée. Quelque part, moi je l'aurais dit, c'était une victoire culturelle pour nous que vous ne détricotiez pas le 50%. Et au lieu du 63,2 gigawatts, eux ils le mettent à 64,8. Oui, mais la production va rester la même. Ah ben, c'est un plafond. On parle d'un pourcentage. Donc, c'est quoi l'enjeu? Mais oui, mais je vais vous dire, ça, c'est le même débat avec les amis écolos et c'est très intéressant. Les gens me disent, ah oui, mais vous auriez pu aller plus loin. On aurait pu... Et je dis, attendez, ces socialistes, ils ont un avantage, c'est qu'ils disent qu'ils sont plutôt pour le nucléaire. Ils disent que c'est plutôt sûr, avec les arguments connus, que ça sort pas cher et que c'est d'ailleurs pas assez vrai. Et puis, c'est pas mauvais pour l'émission ou la faiblesse des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, moi, je prends les arguments et j'essaie de discuter rationnellement. Et donc, on arrive à un moment où il faut démontrer que l'énergie renouvelable est efficace. Il y a un problème d'intermittence qui est connu, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il n'y a plus de vent et puis qu'il n'y a plus de soleil, ça s'arrête. Donc il y a un problème sur l'intermittence, la gestion de ce qui pourrait être le stockage, parce que pour le moment, on n'arrive pas à stocker l'électricité, c'est du flux continu où ça s'arrête. Donc à un moment, c'est un problème. Et c'est le problème du coût. Il faut qu'on démontre qu'on est compétitif. C'est pour ça qu'il faut aider l'industrie du renouvelable à devenir compétitive, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc c'est ça la différence entre la vision soviétique des choses, en disant le plan va nécessiter que idéologiquement on fait ci, ça, ça et ça. Non, moi j'ai une vision pragmatique du problème et on est enfin dans un rapport équilibré avec le nucléaire et c'est ça qui est intéressant. Créateur d'emplois et bon pour la facture énergétique. Qui je vous le dis quand même. Parler, c'est la volonté d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, d'interdire les véhicules diesel les plus polluants à l'intérieur de la ville. Vous qui êtes un élu de l'Essonne, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, avant d'être élu de l'Essonne, je suis écologiste quand même, et donc je suis ravi, parce que je considère que le diesel, c'est pour moi d'ailleurs, c'est même l'OMS qui dit ça, c'est cancérogène, c'est très nuisible à la santé, on a à peu près, ces particules fines, c'est à peu près 40 000 morts par an de plus. Le diesel, on dit c'est 15 000. Il y a, moi j'ai une préoccupation d'évidence pour la santé, pour la pollution, pour les plus faibles dans ces moments-là, c'est-à-dire tout simplement les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires. Voilà, et les banlieusards, vous leur dites quoi? Donc je pense que déjà on s'est fourvoyé sur le plan industriel dans le diesel et il faut en revenir. Vous savez, les Japonais, ce ne sont pas des gens anti-industrie. Il y a zéro diesel chez eux, zéro, pas possible. Donc, c'est un marché de 120 millions d'habitants où on ne peut pas vendre du diesel. Donc, mais il faut y revenir doucement. On sait complètement. Pareil, même pragmatisme, il faut essayer d'en sortir progressivement. Le fait de commencer dans les endroits les plus tendus, c'est-à-dire les grandes villes, c'est positif. Et incontestablement, on ferait cette même mesure directement dans la grande couronne ou dans le rural. Je le dis, ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible parce que moi je ne sais pas pourquoi c'est possible à Paris. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Paris en voiture. Oui, bien sûr. Ça, c'est un fait. Donc il y a d'ici là
c'est-à-dire d'ici 5 ans, il faut mobiliser, notamment par exemple ce que j'ai mis en place autour des têtes d'entrée des RER, de banlieue, des parkings relais, voilà, il faut dire les choses, qui soient gratuits et non pas payants comme c'est le cas aujourd'hui. Je me suis beaucoup battu avec le syndicat des transports pour que cela soit un système en fait où les plus éloignés, oui, arrivent en voiture au parking relais, on va vite avec le RER et ensuite on a justement, et c'est l'intérêt du Pass Navigo que nous avons mis en œuvre, qui est global et au même prix pour le Parisien et pour le banlieusard, 70 €, c'est Jean-Paul Huchon incontestablement, mais c'est moi aussi, et c'est Pierre Cerne, et c'est Cécile Duflot. Donc ça, c'est une mesure. Emmanuel Cos, c'est une mesure que nous avons portée et que nous avons imposée dans le programme d'entre-deux tours des dernières élections régionales, ce qui démontre d'ailleurs l'intérêt de faire de la politique. Mais attention, c'est pareil, c'est qu'il faut le faire avec pragmatisme. Moi, je ne veux pas qu'on puisse dire les écolos, ce sont des casse-pieds qui font que je ne puisse pas prendre ma voiture alors que je suis à 70 bornes de Paris. Et ça, il faut en tenir compte aussi. C'est très important. En tout cas, ils ne sont pas faciles à interrompre. Alors, non, mais c'est dans vrai. Le même domaine, je peux continuer comme si on voit. Dans le même, pas dû, parce que, dans le même domaine, un autre internaute, Marco, demande quelle est la crédibilité du gouvernement pour porter la conférence climat, ce gouvernement qui a capitulé face au lobby routier en renonçant à l'écotaxe. C'est pas le gouvernement en soi qui a capitulé, c'est que c'était une affaire ultra mal emmanchée. C'est une affaire qui a été prévue pour s'appliquer en 2010-2011. C'est déjà donc Sarkozy qui avait reculé, c'est Borloo qui avait mis en place avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Sarkozy avait reculé. Incontestablement, le dispositif était quand même particulier. Bon, je ne parle pas des portiques, mais je parle du système avec la boîte qui Ecomove qui gérait, y compris le retour sur investissement. C'est quand même c'était un beau contrat pour Ecomove, donc ça suscitait des interrogations. Et puis bien sûr, il y a eu un mouvement qui s'est opéré, qui a été excessivement violent, excessivement dur, les bonnets rouges. Bon, le gouvernement, moi je l'avais dit d'ailleurs à l'époque, je me permets de rappeler que c'était du temps où nous étions gouvernement que nous avons reculé. C'est Jean-Marc Ayrault, mais bon, je comprends, j'avais même un peu compris sa position, parce que ça devenait compliqué vu la pression populaire. Mais quand il y a la pression populaire, on dit toujours « Ah, mais le gouvernement n'écoute pas quand il tient, et le gouvernement cède et abandonne en race campagne quand il recule un petit peu. » À un moment, il faut être pragmatique. Et là, ça devenait une affaire intenable. Et moi, je l'ai dit, je comprends que Ségolène Royal, à la suite de Jean-Marc Ayrault, n'ait pas voulu revenir dans cette histoire. L'essentiel pour moi, c'était qu'il y ait quand même une fiscalité écolo, qu'il y a. Les 4 centimes d'augmentation, je ne devrais même pas le rappeler peut-être, mais on assume. Les 4 centimes d'augmentation du diesel que prennent les transporteurs routiers qui rapportent à peu près 500 millions d'euros, ils sont sur la table. La discussion qu'on fait avec les concessionnaires d'autoroutes qui a vocation à apporter l'autre 500 millions pour faire le fameux milliard pour les transports collectifs, parce que je vous rappelle quand même la finalité. On taxe un peu la route, ou l'essence, ou le diesel, et on arrive à financer des projets de transport collectif. Vous comprenez, c'est pas pour abonder le budget général. Donc là, il y a une vraie vision écologique du problème. Et pour le coup, Ségolène Royal a réussi à lancer les 118 appels d'offres sur les transports collectifs qui sont très attendus dans les métropoles et villes françaises. Donc moi, je suis très satisfait de la situation. En fin d'année se tiendra le grand sommet de l'ONU pour le climat à Paris. L'enjeu de cette conférence, concrètement, c'est quoi? Franchement, pour que les Français se mobilisent, que ça les intéresse, il faudrait qu'il y ait des enjeux vraiment concrets. L'enjeu concret, ça va être de sauver la planète. C'est pas rien. Non, mais l'année dernière, c'était l'année la plus chaude. L'année la plus chaude pour la France, mais pour la planète, tout simplement. Et vous avez le sentiment que ça parle aux Français, ça, franchement? Depuis des années, ce qui va parler aux Français, c'est une une carte que j'aurais dû amener pour être pédagogique de ce que ça va être le climat en France dans 20 ans et dans 40 ans. Avec une planète où il y aura 9 milliards de personnes. On est 7 milliards. Donc il y a beaucoup de monde sur la planète. Il fait de plus en plus chaud. Et ce qui va beaucoup parler, et je le dis, c'est qu'il va y avoir 200 millions de réfugiés climatiques. Des gens qui viennent du Sud, qui ont trop chaud, mais qui surtout ne peuvent plus manger. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais hier midi avec Monique Barbu, qui est la secrétaire exécutive de la Convention mondiale sur la désertification, qui c'est son inquiétude la plus maximale en lien avec le climat, en lien avec la biodiversité, en lien avec l'alimentation. Et donc tout ce petit monde-là va remonter. Et quand en Europe, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le débat qu'on a actuellement sur l'immigration. Donc je le prends même par ce bout très pragmatique. On va créer de facto 40 millions de réfugiés climatiques qui vont venir du sud vers le nord.
Et cela, dans 30-40 ans, ça n'intéresse pas les Françaises et les Français de comprendre ça? Il est là l'enjeu concret. Mais c'est un des enjeux concrets. Après, l'autre enjeu, c'est effectivement tous les impacts sur les océans, la remontée des eaux, sur la question de l'acidification, sur la question de l'agriculture, sur la question de la protection du sol, etc. Mais enfin, on se rend compte du bouleversement que ça va être. Est-ce qu'on se rend compte que depuis 150 ans, l'homme a bouleversé le fonctionnement, la production, la consommation, le transport, la distribution? C'est essentiel de comprendre ça. Donc tout le monde doit faire des efforts. Les entreprises doivent faire des efforts. Mais évidemment, ça n'est compréhensible. Non, mais je suis désolé, mais pour le coup, ce sont des questions quand même passionnantes. Et ça, qu'on puisse arriver en France à avoir cet accord sur le climat pour limiter à 2 degrés, c'est fondamental. Et ça, tout le monde doit le comprendre parce que c'est l'avenir tout simplement de l'humanité. On en reparlera beaucoup en tout cas en fin d'année. On voulait, avant de passer à la toute dernière séquence de l'émission, ouvrir une petite parenthèse sur le Sénat avec vous, puisque le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, s'est écharpé avec son homologue Gérard Larcher, le président. C'était pas la séquence la plus utile de la semaine. Parce qu'il s'est déclaré favorable à la suppression du Sénat. Alors on a aussi des internautes, je ne vous le cache pas, qui disent que les sénateurs ont énormément d'avantages, des privilèges, des indemnités, etc. On pose la question aux sénateurs écolos, est-ce que le Sénat coûte trop cher? Est-ce qu'il y a trop d'avantages? Est-ce qu'il faut supprimer le Sénat? Non, y compris, on nous disait, depuis que vous êtes au Sénat, vous êtes pour le Sénat. Et non, nous, on a toujours été pour ce qu'on appelle pompeusement le bicamérisme. Le bicamérisme, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a 2 chambres. Il y a 2 chambres depuis, d'ailleurs, assez longtemps, parce que la première, deuxième chambre, c'était le Conseil des Anciens, c'était sous le Directoire, sous la Révolution. Et c'est une tradition française. Alors, c'est parce que c'est une tradition française qu'il faut la préserver, mais je crois que c'est utile. On le voit notamment sur les grands textes de société, sur les sujets d'ailleurs lourds, y compris liés à la sécurité, parce qu'on a un petit réflexe à l'Assemblée nationale, c'est pas pour critiquer les collègues, ils font évidemment très bien leur travail, d'une pression maximale vis-à-vis de l'exécutif. L'Assemblée nationale, c'est vraiment la majorité du président, et d'un côté, immédiateté, spontanéité, quand il y a un événement, on fait une loi, on l'a trop vu sur Sarkozy, pas tellement d'ailleurs sous Hollande, et tant mieux, mais malgré tout, les institutions, elles ne sont pas faites pour s'adapter à Sarkozy ou Hollande, et sont faites pour être la plus optimale possible pour la qualité des lois. Et le fait d'avoir ce qu'on appelle les navettes parlementaires, de prendre un peu de temps, pas trop non plus. Moi, je pense qu'effectivement, on pourrait accélérer la navette parlementaire. Aujourd'hui, on est arrivé à 9 mois pour faire une loi. Je pense que c'est trop. 3-4 mois, ça suffirait. Et donc, il y a beaucoup de réformes à faire. Mais le bicamérisme, nous y sommes attachés, avec un autre mode de scrutin, c'est pas très représentatif. Et le fait que... Avec une fusion avec le Conseil économique et social, par exemple. Je sais que c'est d'ailleurs la proposition de Claude Barthelone, mais je ne vois pas trop comment on l'a fait, parce qu'après, il faudrait rentrer dans les détails. Mais il faut changer le mode de scrutin, c'est ce que vous êtes Oui, on voit bien que, moi j'aime bien les collègues, je ne vais pas les critiquer excessivement. On a une moyenne d'âge de 63-64 ans, il y a 20% de femmes. Moi, ça plaît rarement quand je dis ça, mais je crois que je suis le seul sénateur d'origine étrangère de la France métropolitaine. C'est pas le 1. Donc ça, il faut que ça change. Et voilà, les privilèges c'est pas... les privilèges... Ils existent ou ils n'existent pas, pardon. Moi, je sais qu'on a fait attention sur... quand on est arrivé, quand la gauche était aux responsabilités, on ne l'est plus sous Jean-Pierre Bel, que je salue par la même. Et on a essayé de réduire ce qui pouvait être un peu trop voyant et excessif. C'est toujours un débat sur les voyages, sur les frais de com, sur les voitures. Moi, je vois ça depuis que je suis élu. Mais enfin, franchement, à la fin, vous faites des économies de bout de chandelle. Moi, j'assume les indemnités, j'assume les moyens qu'on a pour travailler. Et même, je vais vous dire, par rapport au Sénat américain, par exemple, on est de dangereux... je crois que je trouve un terme qui ne fasse pas totalement hurler vos internautes. Pour le travail législatif en particulier, le nombre de collaborateurs... oui, mais c'est vrai, y compris la Chambre des Lords, mais je ne veux pas qu'on fasse des comparaisons avec la Chambre des Lords. 3 minutes, 3 questions d'actualité sur la semaine à venir, et c'est Armelle qui commence. Sur la loi Macron qui est en cours d'examen à l'Assemblée, vous vous êtes dit plutôt dans l'abstention, notamment parce qu'elle réforme la loi Allure et le droit de l'environnement. Sur un des principaux points du texte, le travail du dimanche, quelle est votre position ? Moi, je suis assez nettement contre le travail le dimanche, y compris un peu d'ailleurs idéologiquement, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société assez marchandisée comme ça, assez commerciale, assez consumériste.
avoir un temps pour les familles encore qui ont de la cohésion, de ceux qui peuvent passer la journée à se balader, à parler entre eux, de faire le repas commun, j'y suis très attaché. Moi, je suis attaché un peu, mes potes me traitent de ringard, mais j'assume, j'aime vraiment un peu la France d'avant par rapport à ça, le poulet du dimanche, voilà, bon, voilà. C'est déjà un aveu. Oui, mais quelque part, c'est important, parce que je me permets de dire que sur la question du travail de dimanche, c'était une conquête syndicale incontestablement, c'était aussi une conquête chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a eu à ce moment-là, en fin du 19e, une alliance objective des chrétiens avec les syndicalistes. Donc je suis assez attaché à ça. Voilà. Après, quand on rentre dans le détail, je l'ai dit aussi, franchement, est-ce que c'est une révolution entre 5 et 12 dimanche, exactement. Emmanuel Macron, qui est un homme très très intelligent, a eu l'habileté de redonner le bébé, si j'ose dire, au maire et au président des agglos. Et on fera au cas par cas. Ah bah oui, déjà il y en a 5. Voilà. On ferait, je vais vous dire, statistiquement à la fin, ça va finir dans le réel à 7-8. 7-8 sur 5. Ça n'aura rien changé. Et en revanche, je salue ce qui a été fait sur les zones touristiques internationales. Ça, c'est une volonté de Laurent Fabius et d'Emmanuel Macron. C'est très bien, parce que les touristes, ça, il faut les garder. Je le redis à tout le monde dans notre beau pays. Quand il y a des touristes, dites-leur bonjour, soyez sympas, donnez-leur la route et tout ça. Accueillez-les bien, parce que, voilà, on ne peut pas tout à la fois râler parce qu'on n'a pas d'emploi et tout à la fois pas de sympathie. Alors, vous parlez d'emploi. Demain, il y a une actualité qui vous concerne au Sénat. Il y a ce qu'on appelle une niche écologique. Oui. Alors, vous allez parler d'insectes pollinisateurs, de journée des morts pour la paix. Bon, c'est évidemment important, de vente contrôlée du cannabis. Mais est-ce il y a 5,5 millions de chômeurs dans ce pays. Et on a l'impression qu'on perd son temps, qu'on passe beaucoup de temps dans des projets périphériques et qu'on est beaucoup moins présent sur le cœur du problème central français. Alors, il ne faut pas, M. Roy, mais vous le savez, mais je comprends la question, mettre l'accent particulièrement sur les niches parlementaires, parce que vous le savez, la Constitution nous interdit aux parlementaires de faire quelque chose de faire des propositions ou des réalisations qui déséquilibre le budget, c'est-à-dire qui engage des dépenses, c'est ce qu'on appelle l'article 40. Donc évidemment, ça limite les perspectives, y compris sur le plan éducatif, sur le plan santé et en particulier sur le plan emploi. D'autant plus, je pense que quand même, c'est pas tant les lois qui font l'emploi. Donc il faudrait d'ailleurs dans ce pays, y compris moi-même, je n'y ai pas beaucoup concouru, qu'on assume davantage le fait que ce sont les entreprises qui font l'emploi. Qu'on puisse dire, nous, les responsables politiques, qu'on est attentifs à l'environnement, qu'on fait attention à la formation, à la recherche, qu'on ait des mesures incitatives, mais qu'à un moment, on arrête. Mais c'est la loi qui fiscalise, c'est la loi qui encadre les entreprises. Oui, mais je m'étais permis de dire, avec le respect que je lui dois au président de la République, que l'idée de dire l'inversion de la courbe de chômage, moi, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas parce que ça dépend. Je ne veux pas dire qu'on n'a rien à faire, les responsables politiques, mais quand même, les principaux responsables, non pas du chômage, mais de l'activité économique, ce sont les entreprises. Et pourquoi je suis plus mesuré, plus clément que mes camarades sur la loi Macron, c'est qu'on dit ça. C'est la première fois que la gauche dit ça, c'est que l'entreprise c'est important, qu'il faut les respecter, il faut même les aimer, comme dirait le Premier ministre, et il faut les aider, voilà, et pas en rajouter, surtout dans la période actuelle. Encore une question, c'est la question du jeudi 5 février, puisque jeudi, c'est la grande conférence de presse de François Hollande, la 5e du quinquennat. Alors, quelle annonce vous attendez en particulier? On parle beaucoup en ce moment du service civique, et notamment de rendre le service civique obligatoire. Est-ce que c'est par exemple une piste que moi je suis pour. Vous aimeriez suivre? Je trouve que... Il y a, comme toujours, dans ces moments dramatiques terribles, où d'ailleurs le président, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont été remarquables, il y a toujours un moment où on peut reposer enfin des vrais sujets. Sur la République, sur la laïcité, moi j'en ai très, très content, ce sont des thèmes que je porte depuis longtemps. Et sur la question du civisme et de l'intérêt général et du service public, c'est très bien. Et d'ailleurs, nous, on le portait, les écologistes, depuis longtemps, de façon facultative. À un moment, est-ce qu'il doit être obligatoire? Pourquoi pas? Il faudrait pouvoir recenser par classe d'âge tous les services dont on a besoin, qui peuvent être d'ailleurs du militaire à l'environnemental. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir quand même un système à la carte où on a des options selon ses affinités, même si à un moment, il devient obligatoire. Donc ça, je pense que c'est très bien, parce que ça remet le message de oui, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la France peut apporter aux gens, mais qu'est-ce que vous apportez aussi aux autres? Et ce retour de chacun apporte à l'autre,
c'est aussi le fait de la communauté nationale de la France. Et je suis très heureux qu'au moins on puisse revenir sur des choses un peu sensées après ces événements tragiques. Et j'espère que le président, il a été particulièrement à la hauteur, continuera sur cet élan qui doit être plus tourné davantage encore vers l'emploi, vers les solidarités, vers l'écologie et vers la démocratie. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Jean-Vincent Placé, merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci Michel, merci Armelle d'être venu vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Notre invité la semaine prochaine sera François Bayrou et d'ici là, restez connectés.